Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition. Nous sommes le jeudi 29 février, nous sommes une année bissextile, il n'y a rien de vulgaire là-dedans. Un 29e jour, cela arrive une fois tous les 4 ans, les explications en fin de journal. Nous recevrons Philippe Afriya, médecin du sport, à l'occasion de la 7e conférence mondiale organisée par le CIO sur la prévention des blessures et des maladies dans le sport. Monaco reçoit le PSG, leader du championnat de France, demain 21h au Stade Louis II. Dans ce journal, les réactions d'avant-match face à ce choc. Nous retournerons en Mauritanie, où la ministre des Relations extérieures et de la coopération poursuit sa visite officielle. Isabelle Béraud-Amadei est allée à la rencontre d'ONG et d'associations qui bénéficient du soutien de la coopération monégasque. Et enfin, coup de projecteur sur la 2e édition du Monaco Red Touch Challenge. Ce challenge, organisé par la Croix-Rouge monégasque, a été conçu pour ceux qui souhaitent développer un projet solidaire ou social en principauté ou à l'international. Débutons ce journal par ce grand rendez-vous qui a ouvert ses portes ce matin au Grimaldi Forum, la 7e conférence mondiale du CIO sur la prévention des blessures et des maladies dans le sport. Cette conférence va rassembler pendant 3 jours de nombreux experts en principauté. Le reportage de Frédéric Elion, Jean-Alexandre Dordet et Clélia Renaud. Après 2 premières éditions en Norvège, la conférence mondiale du CIO sur la prévention des blessures et des maladies dans le sport a pris ses quartiers en principauté depuis 2011. La 7e édition de cette conférence triennale a débuté ce matin au Grimaldi Forum. Pendant 3 jours, des experts, scientifiques et praticiens du monde entier viennent échanger sur les dernières avancées pour protéger la santé des athlètes. Over the last decades, we sort of more and more discovered that it's not just physical health which impacts the athlete, but it's also the mental health and the safeguard and well-being of an athlete which influences physical health. That's why it's getting more diverse, and it's not just about trauma or just about, cardiac problems. It's about the whole athlete. Pendant ces 3 jours, plus de 90 sessions plénières et symposiums sont au programme, avec une large variété de sujets. Cette conférence est aussi l'occasion de découvrir de vraies avancées technologiques, comme ce scanner à ultrasons de chez UTC Imaging. Due to the precision of scanning, we are able to also say something about the structure of the integrity of the tendons, fascicles, and with that, we can see things coming which are not obvious, so no clinical signs. Because very often a player or a sportsman or whatever, they feel pain, and when the pain is there, the problem is there already. But we see the problem coming before the pain or any symptom is there. Cette technologie est déjà utilisée par plusieurs équipes de football, comme le Barça notamment, ainsi que par des franchises de NBA et de NFL. Et pour compléter ce dossier médecine du sport, recevons un spécialiste, le docteur Philippe Afriya. Bonsoir. Bonsoir, Fabien. On dit que le sport c'est bon pour la santé, mais pas tant que ça finalement, parce qu'on se blesse en faisant du sport. C'est toujours une question de dose. Ouais. Le sport, c'est bien pour la santé, mais dans les recommandations, internationales, c'est 3 fois par semaine sur un rythme entre 1 heure et 1 heure et demie à chaque séance. D'accord. Quelles sont les blessures types d'un sportif, s'il y en a ? Alors les blessures vont dépendre de l'activité qu'on va pratiquer et qui est toujours liée à une surutilisation d'une certaine partie du corps. Vous comprenez bien qu'un joueur de tennis qui a un sport asymétrique, il va se blesser plus fréquemment à l'épaule et au coude, alors qu'un joueur de foot se blessera au genou, à la cheville, à la hanche. On parle de blessures, mais aussi de maladies. Quel type de maladies peuvent être provoquées par le sport ? Alors je ne dirais pas que ce sont vraiment des maladies, je dirais plus que ce sont des conséquences à moyen et long terme sur notamment l'appareil locomoteur des sportifs, puisque le fait d'utiliser dans des limites, physiologiques votre corps va avoir des conséquences, puisqu'on va user prématurément son squelette, et on peut malheureusement, j'ai eu pas mal de cas de sportifs qui terminaient leur carrière vers 35-40 ans et qui étaient obligés de subir des prothèses, des interventions pour des prothèses de hanche, des prothèses de genoux. Donc on voit que ce sont normalement des interventions que l'on fait plutôt vers 70 ans, et eux ils sont déjà usés à 40 ans. Vous avez parlé de conséquences à moyen et long terme. Qu'est-ce qu'il y a à long terme ? Ce sont par exemple des traumas crâniens. Qu'est-ce qui peut arriver à long terme une fois par exemple qu'un sportif a pris sa retraite ?
Donc là, c'est vraiment un grand sujet puisque tout le monde du sport est intéressé et fait des recherches actuellement sur ce thème-là, que sont les commotions cérébrales, puisqu'on s'est rendu compte qu'il y avait énormément de sports qui étaient concernés, puisque même on parle maintenant de la pratique du jeu de tête dans le football, où en Angleterre, par exemple, ils réduisent le nombre de têtes qu'on va refaire dans une séance d'entraînement par catégorie d'âge, parce qu'on s'est rendu compte que malheureusement, des gens développaient des pathologies neurodégénératives de type maladie d'Alzheimer ou autres maladies de Charcot, parce que justement, ils avaient pratiqué des sports avec des traumatismes crâniens répétés. Donc il n'y a pas que les boxeurs qui ont des traumas crâniens répétés et qui peuvent avoir de maladie de Parkinson. Ça peut concerner aussi des sports collectifs et d'autres sports plus banals. Et banal, et puis bien sûr aussi le rugby, j'imagine, ou le football américain, où il y a beaucoup de conséquences. Bien sûr, le football américain, le hockey, le rugby, tout ça, ce sont des sports où il y a beaucoup de contact physique, où le risque de commotion cérébrale est très élevé. Alors la conférence, là, il était question donc de prévention des blessures et des maladies dans le sport. Comment peut-on prévenir ? Alors je pense ce genre de conférence qui est organisée par le Comité international olympique s'adresse principalement à la population des jeunes sportifs, puisque c'est là où la prévention est capitale, puisqu'on a énormément de jeunes sportifs qui rentrent dans des filières d'entraînement de haut niveau, c'est-à-dire qui s'entraînent tous les jours et de plus en plus jeunes. C'est pas uniquement dans la gymnastique. Avant, on savait que des jeunes gymnastes à 11 et 12 ans pouvaient s'entraîner 20 heures par semaine. Maintenant, on le voit dans énormément de sports qui sont des sports professionnels, dans le football, dans le tennis, dans le rugby, dans le basket. Les jeunes sont déjà, à partir de 12-13 ans, ils rentrent dans des filières pré-professionnalisantes, donc ils s'entraînent tous les jours, et donc ils ont un potentiel de blessure qui est très élevé. Donc ce qui est important, c'est dans cette période notamment de croissance pour tous ces jeunes, c'est de veiller à ce qu'il n'y ait pas de conséquences négatives de la pratique du sport sur leur croissance. Et comment on peut faire, justement, vous qui êtes médecin du sport ? Alors on va monitoriser un certain nombre de paramètres, c'est-à-dire qu'on va étudier le squelette de façon répétée, on fait des prises de sang de façon répétée, on fait quelquefois des analyses, de paramètres physiologiques, d'analyse du mouvement, etc., pour qu'on puisse avoir un suivi sur le long terme, sur une année par exemple, pour un jeune pratiquant sportif, et de voir s'il y a déjà des traumatismes récurrents, s'il y a déjà des blessures avec des pathologies qui peuvent rester, qui peuvent devenir chroniques. Et donc, il va falloir adapter la pratique sportive, quelquefois les arrêter complètement et quelquefois même plusieurs mois pour que leur corps puisse récupérer, puisse continuer à grandir sans qu'il ne puisse y avoir de risque pour leur future vie d'adulte. Qui, en règle générale, a le plus de chances de se blesser ? Le sportif du dimanche ou le sportif professionnel ? Non, les sportifs de professionnels maintenant sont encadrés, puisqu'il y a toujours des staffs médicaux autour d'eux et justement on leur fait un certain nombre d'examens préventifs, de suivi tout au long de l'année. Donc le niveau, je dirais, et le nombre de blessures sera inférieur malgré la pratique intensive. La problématique du sportif amateur, c'est qu'il veut imiter le sportif professionnel, mais qu'il n'a pas du tout le même encadrement, il n'a pas du tout la connaissance, il ne sait pas qu'il faut faire de la prévention, qu'il faut bien s'étirer, qu'il faut dormir, qu'il faut boire de l'eau, enfin des choses basiques, mais qu'on oublie très souvent parce que on a une vie normale et on n'arrive pas toujours à adapter cette vie normale à une vie sportive intensive et qui est très exigeante pour votre corps. Philippe Afriya, je le rappelle, la 7e conférence mondiale du CIO sur la prévention des blessures et des maladies dans le sport se déroule en ce moment même au Grimaldi Forum. Merci d'avoir répondu à mes questions. Merci Fabien. Philippe Afriya, que vous pouvez retrouver dans un des nombreux podcasts de Monaco Info. On reste dans le domaine médical, mais qui ne concerne plus le sport, mais le cancer colorectal, c'est différent. Après Octobre Rose, place à Mars Bleu, mois de la mobilisation contre le cancer colorectal. Donc c'est un cancer dépistable et donc évitable. Ce type de cancer représente en termes de mortalité le 2e chez l'homme et le 3e chez la femme. Et son pronostic dépend du stade du diagnostic. Ce cancer peut en partie être prévenu grâce à un dépistage. Et bien pour cette raison, toutes les personnes âgées de 50 à 80 ans, hommes ou femmes, assurés sociaux en principauté, recevront un courrier les invitant à se faire dépister. Pour toute question concernant le dépistage du cancer du côlon, veuillez contacter le Centre monégasque de dépistage au 97 98 83 02. Toujours en bref, mais ça n'a rien à voir. En basket, la Roca Team s'est imposée mercredi 86 à 80 à Nanterre. Match comptant pour la 24e journée de Betclic Elite. Et sachez qu'après le tirage au sort des quarts de finale de Coupe de France qui a eu lieu hier au soir, Monaco
sera à nouveau opposé à Nanterre le 16 mars prochain à Trélazé. En football, gros choc au Stade Louis II à l'occasion de la 24e journée de Ligue 1, en difficulté à domicile ces derniers temps, mais vainqueur à Nice et Lens. Monaco reçoit le leader parisien ce vendredi à 21h. Je vous propose d'écouter le coach monégasque Adi Hütter ainsi que le défenseur Guillermo Maripán. Paris is one of the biggest teams in Europe and the best team in France, and have lots of good players, but also, I've said it before, I'm convinced we can beat Paris at home with high energy, high intensity, good style of play, good ideas. We have to defend it also well in a low block or in a mid block, but also we have to bring them under pressure with our style of football. This is our idea. We did it a long time really well in Paris a couple of months ago. And but what we have to avoid are the easy mistakes against them when we do like this. This is the strongest team in the league, and for that we have to be careful. Sí, es un gran equipo, tienen grandes jugadores, juega muy bien, está muy bien también este año en la liga, pero sabemos que podemos hacer un gran partido contra ellos. Siempre que jugamos tenemos muy buenos partidos y que tenemos confianza en que podemos ganar. Es un poco difícil decir que eso es cierto. Creo que cuando jugamos contra un equipo que propone, que no viene a jugar en un bloque defensivo muy bajo, somos muy fuertes, pero cuando jugamos contra un equipo que defiende mucho, nos está haciendo un poco difícil poder encontrar el camino para la victoria. Monaco PSG ce vendredi 21h au Stade Louis II. La ministre des Relations extérieures et de la coopération poursuit sa visite officielle en Mauritanie après la tenue de la première réunion de la commission bilatérale de coopération entre la République islamique et Monaco. Isabelle Béraud-Amadei est allée à la rencontre d'ONG et d'associations qui bénéficient du soutien de la coopération monégasque. Le reportage sur place d'Émilie Rousseau et Olivier Bonello. 11 projets sont soutenus actuellement en Mauritanie. Ils répondent tous aux besoins communautaires car c'est la caractéristique du choix des partenaires soutenus par la direction de la coopération monégasque. Valoriser des projets qui s'inscrivent dans le développement du pays. Pour cela, la DCI se veut être au plus près des partenaires locaux. Elle a pour ambition que 40% de son aide soit allouée en faveur d'acteurs du pays. SOS Exclus est l'un d'entre eux. Un partenariat signé en 2023 permet la réinsertion scolaire d'enfants dans la banlieue de Nouakchott, dans cette école baptisée Les Espoirs du désert. Nous avons créé cette école en 2008. L'école Les Espoirs du désert, qui a comme fonction essentielle la scolarisation gratuite des enfants issus de familles défavorisées, avec la prise en charge des livres, des fournitures scolaires, et du petit déjeuner à l'heure de la récréation. 200 enfants issus de familles défavorisées bénéficient donc chaque année d'un enseignement gratuit. Le projet intègre également un soutien en faveur des mères de ces enfants dans une activité génératrice de revenus, des femmes pour la plupart veuves ou divorcées. Et après Nouakchott, la ministre des Relations extérieures et de la coopération a quitté la côte atlantique de la capitale pour se rendre dans le sud-ouest du pays, à la frontière du Sénégal, dans la région du Brakna, où elle a signé un partenariat de 3 ans avec l'APIF, l'Association pour la promotion des initiatives féminines. L'éducation et la protection de l'enfance est l'un des 4 domaines d'intervention de la coopération monégasque en Mauritanie. L'accès au travail décent et la sécurité alimentaire en sont 2 autres. Depuis 2004, l'APIF soutient les femmes vulnérables dans leur autonomisation et le développement de leurs compétences. Leur travail était présenté lors de la signature du partenariat avec Monaco. Couture, teinture, maraîchage ou groupe d'épargne et de crédit. Les femmes sont pleines d'initiatives parce que les groupes d'épargne et de crédit que nous avons mis en place à l'époque, c'est une initiative des femmes. C'est des femmes qui se sont dites nous devons nous organiser à travers des groupes, nous devons être ensemble pour trouver un moyen de lutter contre la pauvreté et d'aller vers l'autonomisation des femmes.
Ces femmes ont un lourd passé, elles sont victimes de séquelles de l'esclavage ou rapatriées du Sénégal suite aux événements qui ont marqué le pays entre 1987 et 1991. Une histoire qui n'a pas laissé insensible Isabelle Béraud-Amadei, également présidente du comité des droits des femmes de la Principauté. Isabelle Béraud-Amadei que vous retrouverez lors d'un long entretien cette fin de semaine sur Monaco Info. Le reste de l'actualité en bref, à partir du 5 mars, l'ensemble des abonnés au service mobile français sera accueilli en principauté sur le réseau monégasque. Ce déploiement vise à unifier la qualité du réseau mobile sur le territoire. Ainsi, les abonnés d'un réseau français passeront en itinérance lors de leur venue à Monaco. Ils disposeront du réseau mobile Monaco Télécom. L'objectif est de permettre aux utilisateurs, comme c'est le cas lorsqu'ils se rendent dans un des pays de la zone euro, de bénéficier du réseau de téléphonie de l'opérateur local. En pratique, afin de pouvoir utiliser le réseau Monaco Télécom, les abonnés des services mobiles français devront activer les données à l'étranger et l'indicatif +33 devrait être composé pour tout appel vers la France. Et toujours dans le domaine numérique, hier et aujourd'hui, des véhicules Apple ont sillonné Monaco. Ces véhicules se sont attelés à la reconstruction de la cartographie de la Principauté pour l'application Plan. Il y a déjà eu une cartographie de fait par Apple en 2016 et en 2020. Le Monaco Red Touch Challenge est de retour pour une deuxième édition. L'objectif pour les participants est de venir défendre un projet solidaire pour éventuellement remporter une aide financière et un accompagnement de la Croix-Rouge et de la Fondation Santa Devota, partenaire du challenge. Reportage d'Alban Gingembre et Alexandra Marangoni. Ils ont 10 minutes pour convaincre le jury à travers la présentation d'un projet solidaire. Les membres doivent ensuite choisir le meilleur parmi les 15 dossiers. On va rechercher des sujets novateurs et il faut qu'ils correspondent donc aux critères de la Fondation, donc axés sur l'éducation, l'environnement et l'aide d'urgence. Ici, Léa et Herman partagent leur idée d'une plateforme collaborative pour illustrer sans filtre l'actualité en zone de guerre. S'ils parviennent à séduire le jury, il s'agirait d'un véritable coup de boost pour leur projet. On était très intéressés pour le potentiel de collaborer avec la Croix-Rouge, comme ils ont quand même un réseau à travers le monde. Et comme notre outil est utilisé pour les zones de conflit où la Croix-Rouge est représentée, alors bien sûr c'était une collaboration potentielle évidente. Ce challenge, c'est aussi l'occasion de démocratiser certains sujets. L'année dernière, c'est Monaco Minds qui avait remporté le concours, un projet qui accompagne les victimes de chocs émotionnels. On ne parle pas assez d'anxiété, de phobie scolaire, de crise d'angoisse, etc. Et j'en ai été malheureusement la victime et je sais qu'on peut vivre avec et peut-être accompagner des gens à survivre et à apprendre à vivre avec. Le projet qui fera l'unanimité remporte un chèque de 2 000 € ainsi qu'un accompagnement à sa concrétisation. Et nous retrouvons Alban pour la météo en ce 29 février. Bonsoir Alban. Bonsoir Fabien, bonsoir à tous. Avant de passer aux prévisions météo du mois de mars, je vous propose d'abord de clôturer février en répondant à une question que vous êtes peut-être posée. Pourquoi y a-t-il eu 29 jours ce mois-ci ? Ce phénomène se produit tous les 4 ans avec 366 jours. C'est ce qu'on appelle une année bissextile. Le but, c'est de s'accorder avec l'année solaire, c'est-à-dire le temps qu'il faut à la Terre pour effectuer sa rotation complète autour du Soleil. Il faut savoir que ça lui prend très exactement 365,242 jours. C'est pour cela que le 29 février existe de temps en temps. Sans lui, les saisons se décaleraient progressivement dans le calendrier. Vous savez tout, sans plus tarder, la météo de demain. Les nuages seront de retour à Monaco. Toutefois, le soleil laissera apercevoir de belles éclaircies. Les températures varieront de 11 à 14 degrés. Et en ce vendredi 1er mars, nous fêterons les Aubins. Merci Alban. Les photos du jour sont des photos de nos photographes. Je m'explique. La Galerie des Pêcheurs accueille jusqu'au 11 mars une exposition des plus belles photographies prises tout au long de l'année par Manuel Vitali, Stéphane Dana et Frédéric Nébinger de la direction de la communication. Allez-y, ça vaut le coup d'œil. Ce journal est terminé. Vous retrouverez demain, vendredi, à 19h, à cette même place, Sébastien Borgna, pour une nouvelle édition. Passez une excellente soirée et portez-vous bien. Au revoir.